il va y avoir des commentaires en direct, etc. Donc là, je peux... Là, ça commence à se lancer. Ça n'a pas commencé encore. Puis moi, je vais voir sur mon portable. Tu vois, si tu commences maintenant, genre, il n'y a personne. Là, les gens commencent à arriver. Comment je vois que... Ah oui, Là, tu vois, là, il y a 5, 6 personnes. d'accord. Donc, Et est-ce que je peux pas avoir les gens qui sont tu, déjà là? tu peux voir les gens qui mettent des commentaires, Ah, simplement ça, on peut pas voir les visages. je crois. Voilà, tu vois, là, il commence à avoir une dizaine de personnes. Ouais. Bah, tu me fais signe dès que c'est... Là, Je peux commencer à parler? ouais, tu peux excuser Nikos, par exemple. Voilà. Bonsoir. Je tenais d'abord, avant tout, à excuser Nikos Grekos, qui est retenu par un cours, bien évidemment, de grec moderne, à Paris, assez loin, donc il sera absent ce soir. De toute façon, je voulais vous rappeler que cette association Synergie franco-grecque, elle est un lieu de partage. Donc, vous avez peut-être suivi l'admirable présentation de Johanna, notre présidente, qui parlait du livre de Melpo Acciotti, République Bastille. Donc, ce soir, c'est moi qui vais vous parler de deux très grands romans noirs d'une grande. Elle se définit comme autrice. Moi, j'aime mieux le terme d'écrivaine, mais c'est le seul petit point de reproche que je lui ferai. Mais peu importe les mots, c'est une femme qui écrit et vous verrez au fur et à mesure que je vous la présenterai qu'elle écrit extraordinairement bien ce style de roman noir auquel elle tient roman noir. Ce ne sont pas deux livres policiers, ce sont vraiment deux romans noirs. Je tiens aussi à vous dire que notre nouvelle association, parce qu'elle n'est pas très vieille quand même, elle fait aussi appel à celles ou à ceux qui connaissent particulièrement bien et qui aiment particulièrement bien un auteur ou une écrivaine grecque qui a écrit en français ou en grec et qui peut venir sans difficulté aucune présenter son travail sur ces œuvres-là. Je vais commencer donc par vous présenter Sophia Mavroudis, qui est née, elle est franco-grecque, elle est née à Casablanca, au Maroc donc, d'une maman grecque et d'un père français. Elle a donc cette chance, en tout cas à mon avis c'est même une grande chance, d'avoir une double culture. Elle est arrivée en Grèce très jeune, après le Maroc donc, et elle y a grandi et c'est là qu'elle a toujours, je crois, même maintenant, en tout cas ses racines, c'est certain, sa famille et ses amis d'enfance. C'est une femme qui a étudié les relations internationales à Sciences Po. Elle a même obtenu un doctorat en sciences politiques. Vous verrez, quand je lirai et quand je vous présenterai les deux romans noirs, que ça a une importance. Elle connaît donc bien les sciences politiques. Puisque son doctorat était essentiellement sur l'espace post-soviétique,
les conflits en Europe et dans sa périphérie. Donc elle connaît bien l'Europe dans sa globalité, les Balkans en particulier, la Grèce bien évidemment, mais également la Turquie qui joue un rôle très important dans son deuxième roman noir. Donc l'écriture, c'est sa troisième vie professionnelle. La première, c'était donc l'enseignement et la recherche. Et puis, elle a adoré, comme elle le dit dans un entretien, pour la transmission et le contact avec les nouvelles générations. Puis, elle a une seconde vie professionnelle, dans la défense cette fois, au sein de l'administration. Elle va y travailler relativement longtemps, toujours sur ce thème des guerres en Europe et à sa périphérie, mais elle va assez, non pas vite, mais comment dire, elle va se fatiguer et à force de désillusion et surtout, d'après ce que j'ai pu comprendre en l'écoutant puisque je l'ai rencontré, de divergence de point de vue, elle va se lancer dans sa troisième vie, et vous l'avez deviné, c'est l'écriture. L'écriture qu'elle définit dans un premier temps ce qui, moi, me paraît absolument essentiel. Elle dit, on va l'écouter le plus possible. Je vais parler bien évidemment, mais je voudrais qu'on l'écoute le plus possible parce qu'elle dit des choses extrêmement importantes, notamment ceci. L'écriture, elle définit un véritable changement de vie, libérateur, une forme de psychanalyse. Le déclencheur de cette écriture a été la crise grecque. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que les deux romans que je vais vous présenter ont pour thème la crise grecque dans le premier roman, la crise plutôt économique, et dans le deuxième roman, plutôt la crise migratoire. Alors, pourquoi a-t-elle choisi de parler de la Grèce? On l'écoute encore. J'ai voulu décrire une réalité sociale et politique au-delà des clichés et du manichéisme. Parler des Grecs, de leurs souffrances, de leurs doutes, des débats internes, des espoirs déçus. J'avais envie de parler de la force du lien familial, du lien social et du caractère grec et surtout de sa résilience pour montrer l'énorme capacité du peuple grec à rebondir. Et j'ai moi dans la tête le fameux poème de Yannis Ritsos qui dit « Ne pleure pas sur la Grèce » et vous connaissez sans doute la suite. Donc pourquoi la Grèce? Eh bien pour parler de son actualité, et comme vous le savez sans doute, la Grèce depuis longtemps vit une crise économique, mais pas seulement, une crise philosophique, je dirais, et une crise migratoire où l'Europe, et là je peux entendre et quasi comprendre certains Grecs qui ont envers l'Europe, disons, pour le moins, quelques reproches, pour ne pas enfoncer le clou et aller un peu plus loin. Il est vrai que l'Europe a laissé la Grèce dans des conditions absolument scandaleuses, face à une crise économique très très dure, très violente, aux conséquences sociales extrêmement difficiles, que j'ai moi-même pu constater en me rendant à Athènes, où je vais souvent, et puis une crise migratoire où l'Europe l'a également a laissé un peu, pas simplement la Grèce, mais aussi l'Italie, rappelons-nous, un peu seule à se débrouiller face à un flux migratoire extrêmement important.
Alors, pourquoi la Grèce donc? Pour présenter ses opinions personnelles sur la Grèce, et pourquoi le roman noir? Elle tient beaucoup, et elle a raison. Ce ne sont pas des romans policiers, ce sont bien de la littérature noire. Je vais vous présenter d'abord les deux livres. Voilà le premier. Pardon, voilà. Stavros. Et le sous-titre, Les enquêtes à Athènes du commissaire Stavros Nikopolidis. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, pardon, je le mets mal face à la caméra, Stavros contre Goliath, et le sous-titre, Les nouvelles enquêtes à Athènes du commissaire Stavros Nikopolidis. Donc, pourquoi le roman noir? Ah ben, on va encore l'écouter. Alors, je m'excuse, hein, je suis un petit peu perdu dans mes notes. Voilà. Alors, c'est toujours elle qui parle. Elle parle tellement bien que ça serait dommage de s'en priver de l'écouter. Le roman noir, pourquoi? Car il se prête à cette forme d'écriture et au sujet que je voulais aborder. Il dégage une atmosphère. Il permet un langage cru et direct que vous aurez l'occasion de constater tout à l'heure quand je lirai des extraits des deux livres. Je pouvais ainsi allier une intrigue et une enquête tout en analysant le contexte politique et social. La Grèce actuelle, avec son lot de crises, comme je viens de vous le dire, de crises économiques, de menaces géopolitiques, n'oublions pas la Turquie et Erdogan en ce moment, de violences psychologiques et matérielles, donne matière au noir. De par sa dimension sociale et politique, le roman noir est le moyen d'expression le plus approprié pour dépeindre une société déstabilisée et en errance, pour dépeindre ses clivages, ses maux, M-A-U-X, ses doutes et ses regrets. Donc voilà pourquoi elle attache une importance particulière et on la comprend au roman noir. Encore une fois, ce ne sont pas de simples romans policiers. Elle est publiée aux éditions Gigale. Polar, qui est une maison d'édition assez ancienne, qui a une vingtaine d'années. Et cette maison d'édition, a pour mission donc le roman noir, le roman policier aussi, et ils insistent beaucoup, j'ai lu des choses sur Google là-dessus, sur le métissage. Le roman noir, Sophia maîtrise parfaitement, le métissage aussi, parce qu'elle est franco-grecque, et j'ajouterais qu'elle a écrit ses livres en français en Allemagne, qui pour moi prend le poids d'un pays tiers, comme diraient les psychanalystes. Donc, cette maison d'édition qui a pour vocation, comme on vient de le dire, le polar, le roman noir et le métissage, elle cherche avant tout des écrivaines ou des auteurs ou des écrivains qui privilégient le style et l'efficacité. Vous allez pouvoir constater que Sophia, dans ses deux romans, a le style et une très grande efficacité. Donc ça, c'était pour voir pourquoi ce roman noir. Nous allons maintenant passer à la présentation du premier livre qui s'appelle tout simplement donc Stavros, qui est le nom du personnage, je joue un peu avec la caméra,
du personnage principal, ce commissaire Stavros à Athènes. Athènes, dont il a, comment dire, cette ville, elle est dans son âme. C'est ce que m'a dit Sophia pour elle. Je crois que quand on aime Athènes non pas comme Paris qui est une belle ville. Athènes n'est pas a priori une belle ville, mais quand on l'aime dans son âme. Ce qui est, je crois, mon cas aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Athènes. Donc, je vais vous parler un peu de l'intrigue du premier. Athènes, à l'aube, un morceau de la frise du Parthénon a disparu et le cadavre d'un archéologue gît au pied de l'acropole. Le passé du commissaire Stavros Nicopolidis vient de ressurgir violemment. En effet, quelques années auparavant, sa femme Helena, alors responsable des fouilles archéologiques, disparaissait mystérieusement au même endroit et depuis, Stavros n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais aujourd'hui, les signes sont là. Rodolphe, le probable meurtrier, son ennemi de toujours, est revenu. Stavros, véritable électron libre, impulsif, joueur invétéré de tavelis et buveur impénitent, n'a plus que la vengeance en tête. Flanqué de ses plus fidèles collègues, les personnages de tous les deux romans noirs de Sophia sont extrêmement incarnés. Je vous présenterai tout à l'heure les personnages. Dora, donc Stavros, Dora, ancienne des forces spéciales, Eugène le hacker et Nikos l'Albanais, soutenu par son ami Matoula, tenancière de bar au passé obscur. Et malgré l'étrange inspecteur Livanos, Stavros va enfin faire sortir de l'ombre ceux qui, depuis tant d'années, pourrissaient sa ville, mais la vie révèle parfois bien des surprises. Alors, je vous ai promis de vous présenter les personnages de ces deux romans. Elle définit, on va encore écouter Sophia, elle définit le commissaire Stavros comme un colosse aux pieds d'argile, dont les silences sont plus redoutables que les accès de démesure, et son équipe voit le jour autant de personnages auxquels la parfaite connaissance de l'histoire et de la réalité socio-culturelle grecque de Sophia confère une indéniable crédibilité. Écoutez donc. La brigade qui accompagne Stavros, athénien, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'âme, est le reflet de cette Grèce plurielle, en doute mais combative, entre Dora la rescapée, qui a bien des comptes à régler avec la vie, entre le nationaliste Glykas, ou encore Eugène, le petit génie de l'informatique, un mélange de grec moderne et ancien. Ça nous promet beaucoup, beaucoup de suspense et, comment dire, de lecture. Vous allez bientôt vous en apercevoir vous-même, extrêmement intéressant. Je continue. Je vous ai donc présenté le premier et je vais vous lire donc tout simplement, j'ai choisi de commencer par le premier chapitre du premier roman noir de Sophia. La porte de la taverne s'ouvre avec fracas.
La silhouette massive de Stavros Nikolpolidis se découpe dans l'embrasure. Stavros se dirige d'un pas lourd et nonchalant vers la table du fond à gauche, la sienne, et s'écroule sur la chaise qui plie dangereusement sous son poids. Il tire une seconde chaise, normalement attribuée à la table voisine, il pose son pied droit et en prend une troisième pour y caler son coude gauche. 3 chaises pour un seul homme. Ici, c'est normal. Le seul moyen pour lui d'être assis confortablement. Stavros est ce qu'on appelle un bel homme. La cinquantaine avancée, une épaisse chevelure brune, légèrement poivre et sel, qui encadre un visage hâlé, un menton carré, des sourcils épais, des grands yeux noirs, velours, qui à eux seuls ont fait bien des conquêtes. Des yeux si foncés qu'il est impossible parfois d'en décoder les messages. Son nez légèrement brusqué surplombe une bouche charnue qui oscille constamment entre une moue dubitative et un sourire dévastateur. Chez lui, la virilité est une seconde peau. Stavros est grand, imposant. Il est large d'épaules, a des bras puissants et noueux. Corpulent, mais pas gros, surtout pas. Ses jambes semblent des piliers sur lesquels se dresse son mètre 87. Il remonte sans cesse son pantalon qui tombe sous son bas-ventre légèrement arrondi par les années, ses nombreux repas à la taverne et une absence totale d'activité physique. Stavros est tout sauf sportif. La cigarette et le café matinaux lui suffisent amplement. Sa seule tentative s'était un jour soldée par un tour de rein et un tel épuisement qu'il avait dû l'éponger à la taverne. Il en avait conclu que le sport, c'était bon pour les autres et en aucun cas pour lui, surtout dans un pays où la température vous plombe la moitié de l'année. Voici donc le portrait du personnage principal du livre. J'ai choisi maintenant, quasiment à la fin du livre, le portrait de Dora, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est un portrait extrêmement fort d'une femme jeune qui a des blessures physiques, mais bien plus que physiques, qui sont aussi psychiques. Dora a dépassé la mêlée. Elle serre les dents, sous la douleur. Court, replie ses jambes, sous elle-même pour prendre son élan et bondit. Son corps se détend et se propulse, telle une flèche fendant l'air. Ses mains agrippent le rebord du toit, et d'un puissant mouvement des hanches, elle se hisse au sommet. Le jour se lève. Les contours des ombres se découpent dans le ciel. Du haut de son promontoire, improvisé tel un animal à l'affût, Dora scrute les abords et les étroits passages entre les blocs de métal qui s'étalent à ses pieds. Tous ses sens sont en alerte. Son corps musclé est tendu à l'extrême. Ses yeux transpercent les ténèbres, son nez hume les moindres relents de sa proie. Elle aperçoit la silhouette en fuite de Rodolphe, dont je vous ai parlé, claudiquant, blessé. Dora dégaine son magnum, ajoute le tir. Rodolphe est au centre de sa ligne de mire. Elle n'a plus qu'à appuyer, lorsqu'un bruit attire son attention juste en dessous d'elle. Un simple coup d'œil vers en bas lui suffit pour apercevoir, dans la semi-pénombre, un des tireurs russes. L'œil droit fermé, il agite le viseur et s'apprête à presser sur la détente avec, pour cible, Stavros. Sans aucune hésitation, en une fraction de seconde, d'un geste leste et vif, Dora lâche son arme. Elle extirpe le couteau de sa gaine
Elle prend son élan, plonge dans le vide, elle s'abat comme une bâche brute sur le tireur, brandit le couteau dont la lame étincelle sous le halo de la lune et elle lui tranche net la carotide. Elle relève la tête juste un temps pour apercevoir Rodolphe s'enfuir. Le coup de feu fend le tissu velouté et opaque de l'aube. Un bref gémissement, le bruit sourd d'un corps qui tombe. Dora tourne la tête au moment où Stavros rabat la lunette de vision nocturne et active la poignée de son Dan 338, encore fumant. Voilà 2 extraits du premier pour vous présenter ces 2 personnages très importants. Et à travers cette lecture, j'espère que vous avez pu constater qu'effectivement, on est bien dans le noir. Le deuxième, j'ai oublié de vous dire que le premier a été publié en 2019 et le deuxième, Stavros contre Goliath, en 2020, toujours chez la même maison d'édition et on les comprend. Le premier était tellement passionnant qu'ils se sont dit le deuxième va l'être encore plus. Et effectivement, j'ai lu les 2 et je dois dire que Stavros contre Goliath, j'étais du début à la fin, je n'ai pas pu m'arrêter, j'ai lu en une seule traite et j'ai choisi encore 2 extraits. Ça commence par une date, le 2 janvier 2019, mer Égée, Dodécanèse, Grèce, 4 heures du matin. L'embarcation qui surgit à travers l'épais brouillard est assaillie de toutes parts par l'écume blanche des vagues déferlantes qui la ballottent, la secouent, la soulèvent, la recouvrent. La proue plonge et s'enfonce dans les remous avant de s'élancer en flèche vers le ciel sous les coups de boutoir des lames de fond. Elle décolle, s'envole, rebondit sur les crêtes affolées de la mer déchaînée. Des migrants entassés par dizaines, hommes, bêtes, agrippés les uns aux autres, cramponnés au rebord, figés dans une terreur muette. Leur corps transi, recroquevillés, ratatinés, en disent long du temps passé dans cette position. La barque, remarque Stavros. Je l'ai vue, mon Boureki. J'ai des yeux. Pas celle-là, l'autre, derrière, la petite. Une embarcation lilliputienne, ressemblant à une coque de noix, est arrivée à la première par une corde tenue. Petit mirage clignotant, rouge écarlate, elle apparaît par intermittence au gré des vagues. La corde se tend et se distend au rythme des creux, tirant à elle la petite coquille fraye qui manque, s'écraser à chaque embardée sur le gros pneumatique. À l'intérieur, des corps se soulèvent, retombent et rebondissent à nouveau. On dirait un jouet, s'exclame Dora. En plastique gonflé, ajoute Zervenus. We should attack now. What are you waiting for? Stavros secoue la tête de dépit. Si les dieux avaient voulu lui causer des soucis supplémentaires, il n'aurait pas mieux fait. Il est grand temps qu'il règle ses comptes avec eux. Livanos n'avait rien trouvé de mieux que lui imposer la force d'intervention européenne nouvellement créée pour plaire à Bruxelles, s'assurer de son soutien, contourner les critiques sur le laxisme grec aux frontières de l'UE, se dédouaner de la seule responsabilité de son équipe en cas d'échec et de ne se mettre à dos les Turcs. Stavros s'y était farouchement opposé, arguant de l'absence d'objectifs, de perception et d'entraînement commun. Mais rien n'y avait fait. L'opération n'en était qu'à ses débuts et il en mesurait déjà les effets désastreux. Les policiers distinguent à peine les embarcations dans la pénombre.
Seuls les éclairs illuminent le site, par intermittence. Dans le halo blafard, une silhouette massive se dessine à l'avant du bateau. « Ça doit être lui, notre passeur. On ne pouvait pas espérer mieux, chuchote Stavros, en faisant signe de son équipe de patienter. À leur vue, l'homme court se réfugier à l'arrière, derrière la rangée de migrants. « Ne le perdez pas de vue, poursuit Stavros, mais rappelez-vous qu'il n'est pas notre cible principale. Si nous donnons l'assaut trop vite, les autres en profiteront pour s'échapper. » Au contraire, dit Glucas, nous devons attaquer pour obliger le terroriste à se démasquer. Les Turcs vont nous doubler si nous restons les bras croisés. Moi, je n'entends pas, explose Dora, qui piaffe d'impatience. Nous devons intercepter ce passeur maintenant pour qu'il nous conduise aux autres. L'erreur ne pardonne pas, dit Stavros, d'un ton sec. Vous attendez les ordres. That's him, don't lose him. Go. Trop tard. Les forces spéciales européennes se sont déjà jetées à la mer, à l'assaut de l'embarcation. Dans un même mouvement, l'équipe grecque se lance à leur suite. Les règles de Livanos sont claires, serrer les rangs, surprendre, agir, grouper. C'est raté, pense Stavros, en plongeant dans l'eau glacée. Deuxième choix de texte. L'heure n'est pas à la réprimande, commissaire. Malgré tout, je vous apprécie. L'homme répète inlassablement les mêmes erreurs et ses efforts semblent des gouttes d'eau dans l'océan. Mais je dois reconnaître que des hommes comme vous apportent un peu d'espoir dans ce monde à la dérive. Stavros se demande pourquoi Livanos exprime des choses simples de manière aussi compliquée. Pourtant, pour la première fois, il ressent à son égard une forme d'affection. Réjouissez-vous, commissaire, dit Livanos, qui a retrouvé son entrain et sa verve. L'optimisme n'est pas votre point fort. Comme votre poète préféré Cavafis, vous semblez traîner cette tristesse d'être grec, enclavé dans ce petit pays qui aurait dû ne faire qu'un avec la rive d'en face. Vous êtes nostalgique du passé. Non, directeur. Je suis nostalgique de notre culture, de nos origines anatoliennes, de la Grèce hors de ses frontières étriquées. Les Grecs sont beaux dès lors qu'ils sont libres et voient large. Cette nostalgie n'est pas géopolitique. Elle porte sur la perte de la mémoire historique grecque et le meilleur rôle que nous puissions jouer. Je vois, dit Livanos en servant une nouvelle tournée. Pour une fois, cher Stavros, je vais vous donner raison. Cavafis parlait de barbarie et d'illusion du progrès. Nous sommes dans une phase de déclin collectif et lire à nouveau cet auteur n'a jamais été d'autant d'actualité. Parce qu'Athènes est une femme trahie qui hurle dans la nuit et cherche jusque dans ses musées des raisons de renaître. Je vous suis, directeur, il se joue quelque chose aujourd'hui que nous touchons du doigt. Bien que je ne sois pas certain que les Grecs, puissent l'entrevoir. Nous risquons encore une fois de rater le coche. Que dites-vous, Stavros? L'histoire change. Les Européens nous tendent la main. Directeur, la Grèce secrète, qui repose au cœur de tous les hommes d'Occident, comme disaient certains politiques, est bien loin. Dans le fond, ils n'en ont rien à foutre. Sinon, on le saurait. Livanos se prend à sourire en retrouvant le style inimitable de son commissaire. Au fait, Stavros,
pourriez-vous remercier Eugène de ma part pour ses efforts, car je ne suis pas censé savoir ce que lui-même ne doit pas faire et ne veut pas que je sache. Ai-je été clair? Limpide, comme de l'eau de roche, confirme Stavros. Donc, ce commissaire dont on a compris qu'il a perdu sa propre femme, archéologue, et qu'il est, depuis cet événement, devenu l'ombre de lui-même, il essaye comment dire, de reprendre espoir en essayant cette mission qui lui paraît extrêmement difficile et délicate, et qui l'est effectivement, mais avec une énergie si bien décrite par Sophia, et toujours dans ce style efficace et dur, donc noir, qui la caractérise si bien dans ces deux romans. Dans ce roman-là, Dora, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va brouiller les cartes, et c'est sur une partie de Tavli que tout va se jouer. Et d'ailleurs, si, je ne sais pas si c'est le cas, moi je sais à peine jouer au Tavli, mais je pense qu'il y a des gens qui regardent et qui savent bien jouer au Tavli, je vous conseille de lire le deuxième livre de Sophia, parce que elle va vous laisser découvrir dans quelques pages un véritable apprentissage de stratégie pour mieux jouer au Tavli. Ce sont des pages absolument remarquables où elle apprend vraiment ce qu'est le Tavli, pourquoi les Grecs jouent au Tavli, comment ils y jouent et comment souvent ils ont des stratégies extrêmement particulières. Je voulais aussi parler, parce que vous connaissez sans doute deux autres grands écrivains grecs de romans policiers, moins noirs, plutôt policiers à mon avis. L'un, Yanis Maris, et l'autre, Petros Markaris. Maris, qui écrit dans une écriture que je qualifierais de plus évasive et peut-être plus populaire, car il avait tout simplement peur de la censure. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout où va Sophia dans ses deux livres. Et Markaris, qui pour moi, qui est un écrivain également comme elle, social et politique, mais à mon avis, ses personnages sont que j'appellerais plus psychologisants. Et je voulais vous signaler que pour ces trois auteurs grecs, donc Maris, Markaris et Sophia, ils ont tous les trois en commun un personnage emblématique qui va nous rappeler, comme Simon, son commissaire Maigret, que vous connaissez sans doute. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur Sophia, ces deux livres. Je peux vous dire qu'elle en écrit 3 encore, qu'elle va les écrire en français. On lui souhaite un énorme succès. On va lui dire Ena terastio efcharisto, un grand merci pour ceux qui comprennent pas trop le grec. Et on va je vais surtout vous demander de courir dans les grandes librairies où ces livres sont disponibles pour aller les acheter.
les commander, pourquoi pas, aux éditions Gigal, que vous trouverez facilement en tapant Gigal Polar. Et je vous remercie et je vous dis donc à vendredi prochain pour une nouvelle La Grèce en page, qui est un titre que j'aime particulièrement, qui a été trouvé par Nikos. Et longue vie à notre association, nous y avons travaillé cet après-midi avec Alexis, notre stagiaire, qui nous aide énormément en ce moment. Je peux vous dire que les adhésions arrivent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les chèques, les dons. Et ben, je pense qu'on peut en être fier parce que c'est une belle histoire qui commence. Et je lui souhaite, et nous lui souhaitons collectivement, longue et belle vie. Merci, bonne soirée, bon appétit et à vendredi prochain.